de rien professeur. Il s'agit de professeur Francis Dupuy-Derry, qui est bien connu dans le monde des luttes sociales. Il a notamment été auteur du livre La crise de la masculinité, bien connu dans l'espace public. Malheureusement, le département m'échappe. Je l'avais noté, hein, c'était prévu. Peut-être que pourrait le nommer rendu le train présidentiel, faire un meilleur travail que moi. Donc, ben, on espère sincèrement que vous allez apprécier sa présentation qui parle de l'antiféminisme et du masculinisme. On le remercie encore une fois de sa présence et j'aimerais aussi, au passage, remercier la présence, l'arrivée soudaine de la directrice du Cœur des sciences, Stéphane Chex, qui est là. Donc, on peut l'applaudir également. Double applaudissement. Ah, celui-là, c'est les affaires. La présentation. Bonjour, bonsoir plutôt. Merci à toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette soirée. Merci aux personnes qui sont là. Donc, je suis professeur de sciences politiques, c'est écrit sur le PowerPoint, à l'Université du Québec à Montréal et je suis co-responsable avec Mélissa Blais, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est professeure de sociologie à l'Université du Québec en Outaouais, du chantier sur l'antiféminisme du Réseau québécois en études féministes. Et donc, ma présentation ce soir, c'est sur la menace de l'antiféminisme aujourd'hui. Premier commentaire peut-être avant de commencer. S'il n'y avait pas eu le féminisme, en fait, il n'y aurait pas de femmes ce soir à Bistro Brain, puisqu'en fait, historiquement, comme vous le savez sans doute, les femmes étaient exclues de l'université et les femmes étaient exclues des tavernes. Donc là, à Bistro Brain, évidemment, ça ne marchait pas du tout. En fait, l'université de type européen a été créée au 13e siècle en Europe et pendant 700 ans, 650-700 ans, les femmes en étaient exclues. Il y avait d'autres personnes qui étaient exclues, les juifs aussi, mais les femmes en étaient exclues. Donc, c'est vraiment dans la plus longue partie de son histoire de l'université, il n'y a pas de femmes, pas plus étudiantes qu'enseignantes. Et vous connaissez peut-être aussi l'histoire des tavernes au Québec où les femmes étaient également exclues. À l'université, on expliquait entre autres aux femmes, des médecins aux États-Unis, expliquaient par exemple aux femmes que aller à l'université, c'était dangereux parce qu'en fait, le travail trop important du cerveau atrophierait l'utérus. Donc, je le dis toujours à mes étudiantes au début du cours, là, parce qu'il faut quand même qu'elles sachent à quel risque elles s'exposent. Donc, le féminisme, pour le dire de manière très simple, c'est un mouvement pour l'égalité entre les hommes et les femmes, pour la liberté des femmes aussi de faire ce qu'elles veulent, indépendamment de la volonté des hommes, et évidemment pour leur dignité, pour leur sécurité. Au Québec, on a l'habitude de dire en fait qu'on est une société féministe. Je reprends l'expression de la sociologue Christine Delphi, c'est le mythe de l'égalité déjà là. Maintenant, depuis quelques années, l'égalité entre les hommes et les femmes est même inscrite dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. On a une autre version de ce slogan qui est un peu plus hargneux, qui est le féminisme est allé trop loin, puisque l'égalité est déjà là, on n'a plus besoin du féminisme. Et donc, ce que les féministes font aujourd'hui, c'est de l'exagération, c'est de l'agitation, et c'est problématique. Et on a quelques symptômes de ce féminisme qui serait allé trop loin. Les pères, par exemple, perdraient systématiquement la garde des enfants en situation de séparation et de divorce. Les filles réussissent mieux que les garçons à l'école parce que les modèles pédagogiques sont féminins. Et on dit, puisqu'on est à l'université, je le mentionne, qu'il ne serait plus possible en tant qu'homme d'être embauché comme prof d'université. C'est ce que laissent entendre des polémistes comme Jordan Peterson, qui est considéré comme le New York Times, par le New York Times comme l'intellectuel le plus influent aujourd'hui. Donc, c'est pas rien. Le sociologue de l'Université d'Ottawa, Robert Leroux, qui est décédé il y a quelques mois, mais qui disait ça depuis au moins 20 ans. Et des polémistes là, des chroniqueurs du Journal de Montréal, donc une tribune très influente, Joseph Facal, Mathieu Bocoté, qui laisse entendre donc que les hommes, et surtout les hommes blancs, ne peuvent plus être embauchés aujourd'hui à l'université. Donc, Jean-Hugues et moi, on est quand même passé proches. Donc, pour les membres du groupe là, de recherche sur l'antiféminisme, pour d'autres aussi, ce type de discours, évidemment, ça relève d'une logique antiféminisme. C'est-à-dire que l'antiféminisme, c'est une force politique hein, qui est soit sous forme de discours, de mobilisation sociale, qui cherche à délégitimer, à freiner, à ralentir ou même à faire reculer le féminisme, c'est-à-dire faire reculer l'égalité entre les hommes et les femmes.
On pense souvent que les acquis sont irréversibles, hein, mais on voit avec ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, Roe versus Wade, par exemple, qu'il y a des choses qui peuvent être déconstruites. Et selon la sociologue Mélissa Blais, dont je vous parlais tout à l'heure, donc, le féminisme est comme tous les mouvements sociaux, est composé de plusieurs courants. Le syndicalisme, le mouvement étudiant, le mouvement écologiste, le mouvement féministe, il y a plusieurs courants avec différents enjeux. Eh bien, le mouvement féministe, antiféministe, c'est la même chose. Il y a un antiféminisme religieux, je viens de parler des États-Unis, donc qui est surtout obsédé par la question de l'avortement. Il y a le féminisme conservateur qui s'inquiète pour la famille traditionnelle et les identités de genre homme-femme traditionnelles aussi. Il y a même un antiféministe de gauche, un antiféministe socialiste depuis le milieu du 19e siècle qui va dire la lutte principale, c'est la lutte contre le capitalisme et les luttes identitaires, la lutte féministe, par exemple, c'est une lutte secondaire. C'est une contradiction secondaire qui sera réglée une fois qu'on aura vaincu le capitalisme, mais entre-temps, ça nous détourne de notre véritable objectif, et puis en plus, ça fragmente le mouvement. Et puis, il y a ce qu'on appelle le masculinisme, qui est un courant lui-même qui dit que les hommes souffrent à cause des femmes et à cause des féministes. Et donc, il se lamente, et c'est là-dessus que je vais vous parler un peu plus longuement. Le masculinisme présente les hommes comme des victimes. Donc, j'aurais pu multiplier les exemples. J'ai choisi le Journal de Montréal parce que c'est un journal que j'apprécie particulièrement. Régulièrement, donc, il y a des chroniques masculinistes où on présente vraiment les hommes comme victimes. Je vous en ai mentionné quelques-unes ici. Le chroniqueur et polémiste Mathieu Bock-Côté revient souvent sur ce sujet. Je vous lis par exemple la dernière citation là, qui est tirée d'une chronique qui s'appelle « L'homme se vert de terre ». Loin d'être tout puissant, l'homme contemporain est la cible d'une campagne de diffamation permanente. On doit convenir que le discours social ambiant est particulièrement critique envers l'homme, surtout s'il est blanc, hétérosexuel et a plus de 50 ans. Ça, c'est moi. Devant lui, on prend un air dégoûté et on se pince le nez. Donc, pour la période informelle de la discussion, je vous informe que vous devez vous prendre un air dégoûté et vous pincer le nez. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type de discours? Alors, la démarche qu'on a au chantier, c'est pour éviter les biais. On a parlé des biais tout à l'heure. Là, ce serait peut-être un biais de confirmation. Si on prend, par exemple, l'exemple d'un poste où un homme n'a pas été embauché, on dit, ah, ben, on voit bien qu'à l'université, on ne peut plus être embauché si on est des hommes. Donc, ça, c'est un biais de confirmation. Avec Mélissa Blais et d'autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, en fait, les discours masculinistes et on a essayé de voir à quoi ça correspondait quand on allait voir des études sur les sujets spécifiques. Donc déjà, la notion que les hommes sont en crise, il y a un problème avec ce type de discours, puisque on réalise, en fait, quand on regarde un peu dans des banques de recherche, dans des banques de données, qu'il y a des études sur ce type de discours qui semblent indiquer qu'en fait, on entendait que les hommes étaient en crise déjà à Rome dans l'Antiquité. C'est le livre de gauche. Mais au 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle, 19e siècle, en Union soviétique, dans les communautés, dans les pays musulmans, communautés afro-américaines. Aujourd'hui, en fait, on entend ce discours partout en Amérique latine, au Maghreb, en Asie, en Afrique, en Ukraine, en Russie, au Vatican. Je pense qu'il y a juste sur la station spatiale où on ne parle pas de ça parce qu'on est trop occupé à faire des choses utiles. Et donc, il faut comprendre que sous toutes les formes de régime politique, de système économique, de système de loi de la famille, de loi du travail, de culture et de religion, vous pouvez entendre le discours que les hommes sont dominés par les femmes. Donc ça, c'est évidemment un problème qui met en doute, en fait, ce type de discours. Le deuxième problème, c'est ce qu'on appellerait l'illusionnisme, et là, je dois passer très rapidement. Donc, si vous n'avez pas peur de parler à un homme de 50 ans et plus, blanc de surcroît, après, vous pourrez me demander des références précises. Mais quand on va voir les chiffres, on voit en fait que les discours peuvent facilement être déconstruits. Je dois aller trop rapidement là-dessus, malheureusement, mais je vous le dis rapidement. La question de la garde des enfants, par exemple, quand on regarde les données concrètement, en fait, les pères ne sont pas systématiquement privés de leur enfant en situation de séparation, puisqu'en fait, sur 100 séparations avec enfants, il n'y en a que 20 qui se retrouvent devant des tribunaux. Là-dessus, c'est 10 où il y a vraiment un conflit entre les deux parents parce qu'en fait, ils sont plus capables de se parler. C'est des avocats qui gèrent leur conflit pour eux. Et on est dans une tendance, en fait, de la garde partagée. De plus en plus, les juges
optent pour la garde partagée. On est à 40% en fait de garde partagée pour des enfants de niveau secondaire. Il y a aussi 10% des cas devant les tribunaux qui... En fait, il y a 10% des cas de séparation, donc la moitié des cas qui finissent devant les tribunaux, qui sont jugés par défaut. Un jugement par défaut, c'est quand une des deux parties ne se présente pas. Je vous laisse deviner, dans la majorité des cas, c'est qui ne se présente pas, c'est les pères. Dans ce cas-là, évidemment, les juges ont tendance à donner la garde aux mères, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas la récupérer plus tard, les pères. Et en réalité, dans 80% des cas, donc, c'est règlement à l'amiable. Et en majorité, les pères acceptent en fait que la garde principale soit aux mères. Donc, si on veut avoir vraiment un portrait des familles recomposées ou des familles monoparentales ou des situations de séparation au Québec, le fait le principal, c'est pas que les hommes sont privés systématiquement de la garde des enfants, ce qui est tout simplement faux, c'est qu'en fait, c'est les mères qui travaillent le plus pour élever les enfants au Québec aujourd'hui, et les mères monoparentales, comme vous savez sans doute, sont généralement plus pauvres, y compris que les pères monoparentales. On pourrait faire le même exercice pour l'école, pour l'embauche des hommes à l'université. L'école, je vous laisse lire parce que mon temps passe, mais je reviens sur cette citation de Robert Leroux, le sociologue, qui disait « La très grande majorité des universités comportent des études sur les divers groupes minoritaires, dont des études féministes. » Et il disait aussi que les hommes donc, ne peuvent plus être embauchés comme professeurs. Et donc, on est allé compter, hein, c'est comme ça qu'on peut voir si ce qu'il dit est vrai. En réalité, au Québec, il y a 19 universités, 19 établissements universitaires. Il n'y en a que 5 qui ont un programme en études féministes. C'était 4 l'année passée quand il disait ça. Donc 5, dont l'UQAM, qui est le plus vieux, en fait, l'Institut de recherche en études féministes. Et au niveau des embauches, ben, nous, à l'UQAM, en sciences politiques, on vient d'avoir un poste qui a été comblé, c'est un homme. Il y avait 3 candidats à la fin finaliste, c'était 3 hommes. Et mes collègues en histoire, par exemple, ont ouvert 4 postes dans 4 universités différentes en histoire du Québec, et c'est 4 hommes qui ont été embauchés en 2022-2023, donc cette année. Donc, vous voyez, il est tout à fait possible d'être un homme et être embauché à l'université. Troisième problème, c'est que l'égalité, en fait, au Québec n'est pas atteinte. Ce n'est pas simplement que les féministes sont allés trop loin, mais en fait, c'est que l'égalité n'est même pas déjà là. Je vous laisse regarder sur la diapo là, les différentes données, mais c'est vrai dans le domaine politique, c'est vrai dans le domaine économique, qu'on regarde au sommet ou qu'on regarde entre les personnes. C'est vrai dans les principaux lieux de pouvoir, institutions religieuses, universités, les équipes sportives, le crime dit organisé, les violences entre les hommes et les femmes, et même des adolescents, en fait, et des adolescentes, quand on leur pose la question, savent qu'il y a une discrimination qui désavantage les femmes. Je termine avec un enjeu très délicat, c'est la question de l'antiféminisme comme menace. Je l'ai mentionné, c'est dans le titre. Il y a la question des attentats. En fait, en Amérique du Nord, des agences de sécurité disent que présentement, la principale menace d'attentat, c'est les réseaux des célibataires involontaires, donc les incels, donc des masculinistes qui disent, qui se plaignent de ne pas avoir la sexualité auquel ils pensent qu'ils auraient droit. Il y a eu un attentat comme ça à Toronto en 2019. Et il y a même des admirateurs du tueur de l'école polytechnique. Donc en 89, il y a eu un attentat, 14 femmes tuées, qui vont menacer en fait des sites, des pages Facebook de l'UQAM, entre autres, en études féministes, des collègues qui travaillent en études féministes et qui vont appeler en fait à reproduire l'attentat de l'école polytechnique, mais lors d'événements féministes à l'UQAM. Il y a même eu des condamnations en justice. Donc, que retenir de ce que je viens de vous dire, à part que les hommes blancs de 50 ans et plus sont peu fréquentables, que l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas encore atteinte au Québec, que les hommes sont encore avantageux au Québec face aux femmes, et donc que le féminisme est encore légitime et nécessaire, que ce discours de la crise de masculinité, c'est en fait une attaque, une sorte de résistance contre l'égalité et contre le féminisme, et que c'est grâce au féminisme s'il y a des femmes ce soir. Merci. Merci, professeur Francis Dupuy-Léry, pour cette présentation vraiment éclairante sur les profils à éviter. On va maintenant passer aux questions. Donc, on a quelqu'un qui est une grande fan de vous. On dit encore une fois salut à notre bénévole Joël Soumy. Vous allez revisiter sa page Instagram Lectrice Insoumise. En fait, c'est que j'ai fait une maîtrise sur les masculinités, donc vraiment, c'est, voilà, en sociologie. Donc, il y a des liens quand même. En fait, ma question, c'est, bon, l'antiféminisme, c'est, on peut dire marginal, mais pas tant en même temps. Je voulais savoir pourquoi on traite
pas beaucoup ces discours-là comme des menaces. Mais, nous, on le sait que c'est des menaces, mais genre en société où c'est pas dénoncé particulièrement. Par exemple, aussi avec la montée du nazisme, on peut faire peut-être un lien avec ça. Pourquoi comment je pourrais dire, c'est pas aussi dénoncé où on les laisse un peu passer aussi. Je sais pas comment exprimer, mais voilà. C'est une question à laquelle je pense que je ne saurais pas répondre. Je ne sais pas. On a parlé de passion. Plutôt, c'est sûr que les membres du chantier, on est passionnés par ce sujet-là, donc nous, on l'étudie. C'est des passions tristes, mais bon, on est passionnés quand même. Mais je ne saurais pas dire pourquoi c'est pas si... mais je donne souvent cet exemple du type qui avait un blog en l'honneur du tueur de Polytechnique, puis qui faisait des menaces, qui a été enquêté par la police, il y a eu un procès, il a été condamné. Donc, c'est quand même quelque chose. C'était des menaces de mort, des menaces graves, là, des menaces de répéter un attentat à l'UQAM. Et en fait, il y a eu dans les journaux 2-3 articles, aucun éditorial, aucune chronique, aucune lettre ouverte, aucune pétition, aucune prise de position de la rectrice, du ministère de l'Éducation supérieure, du premier ministre. Il n'y a pas eu de commission parlementaire, il n'y a pas eu de loi spéciale, etc. Alors que quand on nous casse la tête sur les woke et les social justice warriors, apparemment, ils sont partout, ils détruisent tout, ils sont en train même de détruire la civilisation. Et il faut des commissions, il faut que les ministres prennent position, il faut que le premier ministre prenne position, il faut que tout le monde prenne position, il faut que les universités s'adaptent. Donc, il y a réellement 2 poids, 2 mesures. Mais là, vous me demandez pourquoi, je ne saurais l'expliquer. Une autre question pour le professeur Dupuy-Derry? À laquelle je ne répondrai pas. Une fois. Ah, en arrière, M. Prudent. Merci pour la présentation. J'ai une question concernant l'intensité. Dans l'histoire du féminisme, l'intensité a des fois connu des pics. Actuellement, c'est sûr qu'on n'est pas à l'égalité, mais si on prend par exemple le cas des hommes, je ne pense pas que dans l'histoire du Québec, un homme qui soit mort de faim parce qu'une femme a pris son poste. On est dans une société d'abondance, de prospérité, de plein emploi en plus. Donc, comment vous expliquez, on peut s'amuser à jouer au jeu du complot, si vous voulez, faire un peu qui souffle sur les braises, parce qu'il n'y a pas de raison concrète, matérielle. C'est pas comme si jamais on n'est pas dans une colonie palestinienne où ils vous poussent de votre maison. Il n'y a pas de raison dans la vie quotidienne, vraiment, de se dire ah, les féministes, là, sont en train de me gâcher la vie, à part peut-être de chauffer la tête tout seul. Est-ce qu'il y a, vous pensez, un mécanisme, jeu du complot, est-ce que c'est une puissance extérieure, reptilien, qui incite, à travers du contenu, par exemple, à rendre les gens plus agressifs sur un point qui pourrait être réglé, en fait, autour d'une table? Ben, l'antiféminisme comme idéologie, elle est évidemment comme n'importe quel mouvement social. Hein, les mouvements sociaux qu'on aime ou les mouvements sociaux qu'on n'aime pas, ils ont quand même des similarités dans leur mode de fonctionnement. Ils ont des porte-paroles ou des intellectuels organiques ou des leaders qui essayent d'animer sur différentes plateformes d'alerter, d'éveiller les consciences, de mobiliser les troupes. Donc ça, c'est tous les mouvements sociaux font ça. Donc évidemment, les antiféministes ont leur tribune. L'antiféministe, tendanciellement, est quand même plus de droite, donc il est animé aussi par des médias qui sont la propriété de gens de droite. J'ai mentionné le Journal de Montréal. Si vous allez en France, il y a CNews. Si vous allez aux États-Unis, il y a Fox News. Donc ça travaille l'antiféminisme dans une société. Mais l'antiféminisme, il est aussi arrimé, enraciné, imbriqué dans la socialisation misogyne et masculine. Curieusement, hein, il y a quelque chose de très bizarre dans la conception de la masculinité et du féminin. Moi, je dis toujours, ce sont des identités qui ne sont pas psychologiques, ce n'est pas des identités biologiques, c'est des identités politiques. Pourquoi je dis qu'elles sont politiques? Parce qu'en fait, on leur attribue des caractéristiques qui relèvent de la politique. Le masculin, on dit on est compétitif, on est fort, on est dans l'action, on est dans la raison, on est même dans la structure hiérarchique, la compétition. Hein, ça implique que la compétition implique la hiérarchie. Et on va dire le féminin, c'est plus l'égalité, c'est plus l'entraide, c'est plus l'empathie, c'est plus la douceur, c'est plus la paix. C'est des notions politiques. C'était les mêmes notions d'ailleurs qu'on utilisait pour justifier la colonisation, par exemple, le colonialisme. On disait ben, l'Occident, c'est
les caractéristiques du masculin, les autres pays. Ça. Et donc, pourquoi je vous dis ça? C'est qu'en fait, d'une certaine manière, l'égalité elle-même entre les hommes et les femmes, ça vient en fait contredire la conception de beaucoup d'hommes de qu'est-ce que la masculinité. Être un homme, ce n'est pas être en position d'égalité, d'être en position d'égalité avec les femmes, et c'est surtout pas d'être face à des femmes qui pourraient occuper des positions de pouvoir par rapport à nous. Et ça vient contredire, en fait, la conception que beaucoup d'hommes ont de la masculinité elle-même. On est socialisé comme ça, on est éduqué comme ça, que de façon informelle, là, pas nécessairement de façon formelle. C'est les modèles qu'on a, et je pense que ça vient toucher des fibres très profondes dans notre psyché, individuelle et collective, par rapport à ça.